Salam à tous les amoureux de Première Ligue, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette grosse analyse de Jorel Ato qui débarque à Chelsea. Et pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment maintenant, peut-être que vous vous en souvenez, mais j'avais recruté Ato dans mon mercato idéal de Chelsea l'année dernière. Et pour ceux qui se souviennent vraiment bien, je l'avais recruté et je l'avais reprêté à l'Ajax pendant un an. Du coup, j'avais anticipé une arrivée de Ato en 2025 à Chelsea. Donc sur ça, je suis totalement satisfait. Cette vidéo va être très complète les amis, avec une première partie où on va présenter le joueur, une deuxième partie où on fera une grosse analyse statistique, et quand je vous aurai bien saoulé avec plein de chiffres, plein de data, on ira se faire une analyse de 3 matchs que Ato a disputés sur les derniers mois, et enfin on fera une analyse tactique où on essaiera de voir où Ato peut rentrer dans le 11 de départ. Donc évidemment, si vous passez un bon moment, que vous êtes content de la signature ou que vous voulez juste me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On est bientôt à 40 000 abonnés les frérots, c'est un truc de fou et je peux pas le faire sans vous, donc n'hésitez pas, un petit clic, ça fait toute la différence pour moi. Nous on est parti, let's go. Le Here We Go s'est fait attendre la famille, mais il a fini par arriver. On est sur un transfert qui est supérieur à 40 millions d'euros. Précisément, on est même à 43 millions d'euros avec une clause à la revente. Donc voilà, sait-on jamais. Mais on a également un contrat de 7 ans signé par Jorel Ato qui va l'emmener normalement jusqu'à ses 26 ans à Chelsea. On a donc l'affiche, le profil. On le paye un petit peu plus que sa valeur Transfermarkt. C'est un Hollandais de 19 ans, donc qui a déjà 6 sélections avec les Pays-Bas. Il me semble que c'est le 3e plus jeune joueur à avoir été sélectionné avec les Pays-Bas, donc c'est vraiment un truc de ouf. Il me semble que les 2 premiers, c'est Gravenberch et Seedorf. Il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr pour Gravenberch. 1m82, latéral gauche, gaucher. Alors, sa position de base, il y a un peu des débats à droite à gauche en effet. Est-ce que c'est un défenseur central? Est-ce que c'est un latéral gauche? Alors, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que voici ici ses premiers matchs avec l'Ajax. On voit c'est en 2023. Il n'a même pas encore 17 ans, les amis. Il n'a même pas encore 17 ans. Et il intègre le groupe professionnel de l'Ajax. On voit que ses premiers matchs avec l'Ajax, on peut voir tout à droite au niveau des minutes, c'est des entrées en jeu. Et il rentre à chaque fois au poste d'arrière gauche. Donc, ce qui sous-entend qu'il a débarqué de l'académie de l'Ajax en tant que latéral gauche potentiellement. Et on voit que même les 8 premiers matchs, en fait, il est latéral gauche. Et sur la fin de la saison, ce qui est quand même impressionnant, c'est que, encore une fois, là, il vient d'avoir 17 ans. On voit les 5 derniers matchs de la saison, il me semble, il finit titulaire 90 minutes. 17 ans, tu viens à peine d'arriver, et 2 mois après tes premières minutes en pro, eh ben, tu as ta première titularisation et après sur 5 matchs d'affilée, tu es titulaire pour finir la saison. Et là par contre, on voit que sur les 3 derniers matchs de la saison, il est défenseur central. Donc déjà dès ses premiers mois pro, il y avait cette indécision au niveau de son poste. Et ce qu'on peut voir notamment, c'est que, ça c'est une stat que vous avez mis, je trouve elle est hyper impressionnante, de tous les joueurs qui sont nés après le 1er janvier 2023, Jorel Ato, toute compétition confondue, est le joueur qui a joué le plus de minutes. Parce qu'en fait c'est un truc de ouf. Faut se dire que là, il part de l'Ajax. Il a 19 ans, il a déjà joué 111 matchs avec l'Ajax. 111 matchs. Il a joué de la Coupe d'Europe. Il a été capitaine plusieurs fois. Il a été capitaine des Pays-Bas Espoir. Donc il y a un vrai leadership. C'est un truc de ouf. En fait, c'est vraiment... le mot, c'est précoce, quoi. C'est vraiment, vraiment de la précocité. Donc ça, c'est sur tous ces matchs professionnels. Il a plus joué latéral gauche, comme on peut le voir, mais si c'est assez équilibré quand même. Et le phénomène qui est intéressant, c'est qu'on voit que la saison 2023-2024, donc sa première saison complète avec l'Ajax, il a majoritairement joué en tant que défenseur central. Avec seulement 20% du temps en tant que latéral gauche. Par contre, la saison qui vient de se terminer, là, 2024-2025, là, il a largement joué latéral gauche. On voit 94% du temps, toute compétition confondue. Donc on a vraiment, c'était vraiment très indécis au fil de son développement. Le directeur sportif, il me semble, ou le coach de l'Ajax s'est notamment exprimé à ce sujet en disant que en fait, c'est selon l'évolution de son corps, de ses qualités physiques, qu'ils ont un peu géré son évolution tactique. Et ils ont vu qu'en effet, il a arrêté de grandir potentiellement et que les qualités physiques qu'il développait étaient plus adaptées pour être latéral gauche. Il est très rapide notamment, donc en termes de couverture et tout, c'est vraiment pas mal. Donc, sur sa dernière saison, en tout cas, il s'est vraiment développé en tant que latéral gauche. Chelsea le recrute en tant que latéral gauche et je trouve que c'est parfait, c'est comme ça aussi que moi je le vois personnellement. Allez, on commence la grosse analyse statistique et on va donc se pencher sur ces 2 dernières saisons complètes avec l'Ajax. Donc on commence en 2023-2024, donc il a eu 17 et 18 ans lors de cette saison-là. Comme on l'a vu précédemment, il a été majoritairement défenseur central lors de cette saison, 1 but, 2 assists et 2900 minutes
en championnat, c'est quand même hyper complet, et vraiment une saison pleine. 95 ballons touchés pour seulement 8 pertes de balles, on est sur un ratio de fou. Et justement, il faut le dire aussi, c'est pour cela, je pense que dans un premier temps, il a été mis en défense centrale, notamment lors de sa première saison complète avec l'Ajax, parce qu'il a des grosses qualités techniques, très calme avec le ballon, une très bonne qualité de relance, et on sait que dans le football moderne, défenseurs centraux aussi à l'aise que lui avec ballon sont très recherchés. Mais finalement, avec ses qualités physiques, comme on l'a dit, ils l'ont mis plutôt latéral. Mais donc, on continue avec 93% de passes précises, c'est évidemment excellent. Passes longues aussi, c'est vraiment très bon. 56% de réussite pour plus de 2 tentatives par match. Ballon récupéré, 5.7, c'est beaucoup. Tac par match, 2. Donc, on va le voir après, il a tendance, je trouve en tout cas personnellement, à se jeter, à se mettre un peu trop au sol. Mais généralement, tous les défenseurs jeunes ont tendance à se mettre au sol facilement. Sur ça, d'ailleurs, Miles Lewis-Kelly, dont on va parler juste après, est un peu une exception. Il défend beaucoup debout. Moi, je préfère les défenseurs qui défendent debout. Atto, pour l'instant, tendance à se mettre au sol assez rapidement. Interception par match, 1,4. Duel au sol gagné, 62%. Donc ça, c'est vraiment très bien pour un joueur qui se développe encore physiquement. Duel aérien gagné, pareil, 52%. C'est aussi très bon. Et faute par match, 0,4. C'est très correct. On fait la transition maintenant avec la saison 24-25 où il avait 18 et 19 ans lors de cette saison-là. On peut le voir sur la heatmap notamment qu'il y a plus de ballons touchés sur le côté gauche, puisque là, il a plus évolué en tant que latéral, mais même en tant que latéral, on voit une particularité quand même, c'est qu'il y a beaucoup de ballons touchés dans l'axe du terrain, et ça on va revenir juste après. Donc il était plus haut sur le terrain notamment, donc 2 buts, 2 assists, il a été plus décisif pour 2596 minutes. Les stats en rouge, c'est les stats qui ont diminué par rapport aux statistiques de la saison précédente, même si à chaque fois il faut remettre un peu en contexte parce que évidemment jouer défenseur central et jouer latéral ce n'est pas la même chose, donc forcément on va avoir des variations naturelles au niveau des statistiques. Mais donc il touche moins de ballons par match en perdant autant, la précision de passe est descendue à 90%, ce qui reste incroyable, long ballon réussi 60%, ça c'est dingue aussi. Ballon récupéré par match, ça a baissé un peu, mais est-ce que c'est dû au poste? C'est possible. Il tacle un tout petit peu moins par match. Au niveau des interceptions, pareil, ça a un petit peu baissé. Duel au sol gagné, 51% pour 2.5, ça a un peu baissé. Les duels aériens, par contre, il s'est stabilisé, donc ça c'est vraiment cool. Et au niveau des fautes par match, pareil, il en fait un tout petit peu plus. Donc déjà là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a vraiment des bonnes statistiques. Et évidemment, le Redivisie, quand tu joues avec l'Ajax, c'est favorable. On sait que les bons joueurs dans les bonnes équipes de Redivisie ont toujours des très bonnes stats, des fiches FBref de zinzin et tout. Donc sur ça, voilà. J'ai voulu moi le comparer avec 2 joueurs de première ligue qui, je trouve, sont comparables. C'est l'ami Lewis Hall et Miles Lewis-Kelly. Et évidemment, il faut le dire, Newcastle, Arsenal et l'Ajax fonctionnent complètement différemment, mais j'ai voulu comparer ces joueurs-là puisqu'ils ont des qualités intrinsèques similaires et comme on peut le voir sur ces heatmaps-là, ils jouent dans des zones comparables. Pour des latéraux, c'est vrai qu'ils ont quand même tous des touchés de balles vraiment axiales, ce qui veut dire qu'ils sont quand même plus ou moins inversés dans leur équipe, et c'est ça que je trouve intéressant. Pour pas qu'on soit trop perdu dans les chiffres, je vous ai mis en jaune les stats qui sont pour moi les plus intéressantes, les plus importantes dans le profil que recherche notamment Maresca. Donc les actions menant à un tir, c'est moins bon pour Jorel Ato qui a un profil plus défensif que notamment un Lewis Hall. Par contre, en termes de passes, on peut voir que dans la précision, c'est excellent pour Miles Lewis-Kelly et Jorel Ato. C'est vrai que notre ami Lewis Hall prend beaucoup plus de risques dans ses passes, notamment c'est lui qui fait le plus de passes progressives, donc ça témoigne de ça. Et que ce soit dans les portées de balle vers l'avant ou le succès en 1 contre 1, on peut voir que Miles Lewis-Kelly, avec ballon, il apporte quand même un peu plus que les 2 autres. Et un stade purement défensif, tout en bas, on peut voir que Lewis Hall se débrouille mieux que les autres, mais on va y revenir sur la défense juste après. On va aller en profondeur dans le jeu de passe, une des grosses qualités de Jorel Ato. On l'a vu, la précision de passe, on est à 89%, toute compétition confondue. Pour Jorel Ato, c'est vraiment excellent, tout comme Miles Lewis-Kelly qui est très bon dans ça aussi. Au niveau des passes courtes, c'est très bon, c'est bon pour les 3. Passes médium, c'est bon pour les 3 aussi. Et en passes longues, on voit qu'à chaque fois, quand même, c'est hyper impressionnant. Jorel Ato est dans le top pourcentile, quoi. C'est vraiment, il est très bon dans le jeu de passe, très sûr à la relance. Et en termes de passes toujours, mais plus en termes de création, on peut voir que dans les passes clés et dans les passes dans le dernier tiers, Lewis Hall, qui est quand même très impliqué offensivement avec Newcastle, ressort des meilleurs chiffres. Pour les autres, ça peut aussi être dû au contexte. Comme on l'a dit, Jorel Ato, c'est quand même un joueur très défensif qui n'est pas forcément amené à faire beaucoup de passes clés par 90 minutes. Donc ça, c'est pas forcément qu'il n'est pas capable de le faire, c'est que surtout à l'Ajax pour l'instant, on lui a pas demandé de le faire régulièrement. Et ça se reflète aussi dans les centres dans la surface de réparation où il en fait quasiment pas. On
On revient à la défense maintenant, et comme je l'ai dit, en termes de tacle par 90 minutes, donc voilà, on a Lewis Hall que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup de tacles par 90 minutes, mais il sait aussi défendre debout. Là, on a un Miles Lewis Kelly qui n'a pas beaucoup de tacles par 90 minutes parce que c'est vraiment un joueur qui aime défendre debout et qui défend vraiment bien debout. On a un Jorel Hato qui est vraiment average dans ce domaine-là, mais le high test suggère quand même qu'il se met au sol assez régulièrement. Au niveau de la catégorie juste en dessous, on peut voir tout ce qui tourne autour des dribbleurs taclés. Donc ce qui est intéressant au niveau de Miles Lewis Kelly, c'est qu'on voit qu'il fait face à peu de dribbles en termes de volume, mais dans le peu auquel il a à faire face, il a des excellents résultats. On le voit, 99 percentile pour pourcentage de dribbleurs taclés et de challenge perdu, ça veut dire qu'il en perd peu, mais qu'il fait face aussi à peu de volume. Là où on a un Lewis Hall à gauche qui a beaucoup de volume en termes de dribble, on voit qu'il fait face à beaucoup plus de dribble. On voit notamment Dribbles Challenge, donc 3.4 par 90 minutes, c'est beaucoup plus que notre ami Miles Lewis Kelly qui a 0,74. Et forcément, il a des chiffres qui sont moins bons en termes de pourcentage, puisqu'on voit 54% des dribbleurs auxquels il fait face sont taclés. C'est beaucoup moins bon que Miles Lewis Kelly, mais il y a aussi beaucoup moins de volume. Là où on a un entre-deux, entre guillemets, c'est avec Jorel Hato, où le volume de dribble auquel il fait face est plutôt average, et on voit qu'il s'en sort très très bien, puisqu'il est quand même dans de très hauts pourcentiles au niveau des pourcentages de dribbleurs taclés et de challenge perdus. Et en dessous, je termine avec deux stats que j'aime beaucoup, puisque ça démontre aussi la ténacité au poste de latéral gauche, c'est les tirs bloqués et les passes bloquées. Là, on peut voir qu'il y en a peu pour Miles Lewis Kelly, il y a beaucoup de tirs bloqués pour Lewis Hall, c'est-à-dire que vraiment, il donne tout au moment où l'adversaire va tirer, et on a des bons chiffres à ce niveau-là, au niveau de Jorel Hato, que ce soit en tir ou en passe, donc ça, j'aime beaucoup. Et je termine la comparaison avec des stats un peu variées. Ici, tout est important. Donc, je vous laisse mettre pause si vous voulez aussi voir les statistiques de plus près. Mais là, je vais juste m'arrêter sur Lewis Hall en termes de fautes commises. Il y en a très, très peu. En termes de fautes provoquées pour Miles Lewis Kelly, il y en a énormément. Et on a un peu un petit équilibre avec Jorel Hato. Et je termine avec les notamment duels aériens, où on peut voir qu'il y a quand même 56% de duels aériens gagnés pour Jorel Hato. C'est vraiment bien. Aucun des trois n'est mauvais dans ce domaine-là, mais on a quand même un Jorel Hato qui se débrouille très très bien. C'est pour ça aussi qu'il a joué en défense centrale, parce qu'il a quand même une certaine détente, mais en première ligue, il aurait été quand même, ça aurait été un désavantage finalement. C'est une de ses qualités, mais en tant que défenseur central en première ligue, ça aurait été un désavantage parce qu'il n'est pas assez dominant physiquement. Le défi physique est quand même beaucoup plus élevé en première ligue. Par contre, en tant que latéral gauche, là, ses qualités dans le duel aérien vont être un vrai plus. Là où Cucurella se donne, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un battant, mais quand même assez petit, et ça, il ne peut pas s'empêcher d'avoir, il me semble, 36 ou 37% de duel aérien gagné en première ligue, malgré le fait qu'il se batte. Et Jorel Hato, s'il met la même énergie, il va avoir un pourcentage bien meilleur. Et notamment sur les seconds ballons, enfin sur les centres au second poteau, c'est une garantie beaucoup plus safe que Gusto ou Cucurella. Sur ça, c'est un vrai avantage. Et en parlant de Cucurella, on termine sur les statistiques. Promis, après on parle plus de chiffres. Donc ici, vous voyez ces jolis graphiques issus du site Datascout. Donc c'est entre guillemets le nouveau partenaire de la chaîne, dans le sens où je vous invite vraiment à aller sur datascout.fr. C'est un nouveau site qui vient de sortir de comparaison de data qui est vraiment incroyable. Sur les prochaines semaines, j'utiliserai davantage ce site. Normalement, je voulais le faire pour cette vidéo-là, mais j'avais déjà préparé tous mes visuels avec FBref, donc j'ai vraiment préparé ce visuel-là avec Cucurella. Mais sur les prochaines semaines, vous le verrez, on va beaucoup plus travailler avec le site Datascout. Je vous invite à aller sur le site, notamment il y a une version payante où vous avez encore plus de stats, plus de championnats analysés, etc. Il y a une formule, il me semble qu'il y a 8 € par mois où vous pouvez avoir notamment moins 50% sur le premier mois avec le code FrenchPL. Donc si vous voulez vraiment vous faire plaisir sur ce mois d'août, foncez les amis. Et vous verrez de toute façon par la suite, sur les prochaines semaines, les prochains mois, on va vraiment beaucoup utiliser ce site car il est ultra complet. Notamment, il propose automatiquement un indice de performance où il décèle le meilleur rôle du coup pour chaque joueur, et on peut voir que pour Jorel Hato à droite, meilleur rôle latéral intérieur, et je suis en plus totalement d'accord. Pour moi, c'est totalement justifié, où c'est vraiment un latéral qui a des grosses qualités techniques. On va le voir juste après, on va creuser ça, mais pour moi, son meilleur rôle en tant que latéral intérieur, je suis totalement d'accord. Et on voit que Cucurella, ben voilà, arrière latéral, on le connaît, c'est un latéral plutôt défensif à ce niveau-là. Latéral offensif, par contre, il a aussi des bonnes stats. Latéral intérieur aussi, donc ça prouve aussi ce qu'est Cucurella, dans le sens où c'est un latéral très polyvalent. Maresca lui a tout demandé la saison passée en termes tactiques, et il a répondu présent à chaque fois, donc c'est un joueur hyper polyvalent.
Allez, avant de passer à l'analyse des matchs, donc petit récap des forces et des faiblesses de Jorel Ato. Dans les qualités où il est top, j'ai mis jeu de passe, évidemment, il est élite dans ce domaine-là, pour son âge surtout. Il est très rapide, et ça on va le voir dans les vidéos juste après. Et j'ai mis on the ball, donc c'est-à-dire que vraiment, avec le ballon, il est très à l'aise techniquement, très sûr, vraiment un latéral qui peut être inversé au milieu de terrain sans trop de danger, tellement il est à l'aise avec le ballon. Au niveau des qualités où il est bon, j'ai mis jeu aérien, surtout pour un latéral, vraiment, pour un latéral c'est vraiment bon. Les passes progressives aussi, je trouve très intéressant dans ça. Dans les qualités où il doit progresser, c'est les centres. Clairement, pour moi, il n'en fait pas assez et c'est pas assez bon, souvent trop bas en termes de hauteur notamment. Il doit progresser aussi dans le 1 contre 1. On voit qu'il a des moins bonnes stats que notamment Miles Lewis Kelly dans ce domaine-là, alors qu'il a les mêmes qualités physiques pour moi, donc il doit progresser à ce niveau-là et il doit défendre plus debout. Au niveau des progressive carries aussi, il a totalement les qualités pour porter le ballon de façon très aisée avec le ballon, comme on peut voir avec un Wesley Fofana par exemple, mais je trouve qu'il ne le fait pas assez. En tout cas, les stats nous montrent qu'il ne le fait pas assez. Et je termine avec le point d'inquiétude, et c'est normal pour un joueur de 19 ans évidemment, les erreurs, et ça on va le voir tout de suite avec l'analyse de 3 matchs notamment. Ces derniers mois, il a participé à plusieurs compétitions très intéressantes et très relevées. Nous, on va voir ensemble le match contre l'Allemagne en Ligue des Nations, contre l'Espagne notamment, et aussi contre Francfort en Europa League, le match aller. Je vous mets rapidement les stats du match avant de vous lancer la vidéo, et on voit que c'était contre Serge Gnabry, et il a joué 90 minutes. Allez, donc ce match contre l'Allemagne en Ligue des Nations, c'était en octobre dernier. On voit cette relance. Il aime bien faire ces relances-là. Ensuite, on peut voir ici, ouais, très agressif. Dans le duel aérien, il a vraiment pas peur. Donc ça, c'est hyper positif. Hyper agressif. Là, le 1v1 contre Gnabry est totalement bien négocié. Ici, contrôle pas ouf. Là, c'est lui qui reçoit, ok. Vous voyez, techniquement, même s'il y a un peu de pression, il contrôle, il fait des... Ça, contrôle passe, c'est un acquis de fou avec Ato. Il va pas perdre de ballon trop bête à ce niveau-là. Ici, conservation du ballon qui est intéressante. Il ressort bien sous la pression. Là, il est très haut sur le terrain. Il s'en sort bien techniquement. C'est ça qui est intéressant avec lui, qui est encourageant, c'est qu'il est tellement bon techniquement qu'en effet, ok, là, très bon tact, très bonne lecture du jeu. Et moi, je tiens à dire que en tant que défenseur central, j'ai vu trop de moments avec Ato où il avait justement ces lectures du jeu qui... Il est en retard. Souvent, il est en retard, tu vois. Les joueurs partent dans son dos, etc. Mais le fait qu'il ait quand même joué défenseur central pendant une bonne période fait qu'il va avoir beaucoup plus de réflexes et une lecture plus avancée que certains latéraux. Donc, en tant que défenseur central, je trouve que c'est en retard. Mais par contre, c'est toujours un bon bagage à avoir quand tu es latéral. Il va avoir une lecture du jeu qui va être quand même assez intéressante. Ici, on peut voir en termes de vitesse, il est très dur à prendre parce qu'il a une très grosse accélération, on va le voir après, je pense, dans d'autres séquences. En une touche, c'était bien joué la remise là. Ok, de la tête, comme on l'a dit, il n'est pas timide. Un petit 1v1. Ok, il n'y avait pas grand-chose à voir. Il ressort long la ligne, c'est très bien ressorti. Ato qui reçoit le ballon. Ok, c'est propre. Le ballon long, hyper précis pour Gakpo. Franchement, long la ligne comme ça, c'est hyper précis. Le jeu de passe est dingue. Hein. Et on voit que la pelouse commence à être un peu dégueulasse. Hein. La pelouse est très dégueu. Interception de passe magnifique. Très bien vu. Agressif, encore une fois. Là. Donc là, on voit, ok. Donc là, on voit que les Pays-Bas subissent une action. Mais en soi, je trouve que Ato défend bien. On voit que là, il reste au maximum près de Gnabry, parce que bah, forcément, s'il le lâche, la ligne vers le but est ouverte. Il part au dernier moment, il est bien orienté au niveau du corps, parce que de toute façon, s'il part dans le dos de Hato, il y a un défenseur qui est censé intervenir. Donc il part au bon moment. Après, voilà, c'est le défenseur central qui va venir couvrir la ligne de passe, qui est pas mal joué, mais c'est surtout, je pense, Gakpo qui est en retard. Sur ça, Hato ne peut pas faire grand-chose, hein, c'est bien attaqué et mal défendu des Pays-Bas, mais Hato, lui, fait bien le taf. Là, pareil, c'est agressif de la part de Hato, très haut sur le terrain. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez là, le fait qu'il soit très agressif haut sur le terrain comme ça me rappelle le match contre le PSG, où quand tu as un effectif avec des joueurs hyper mobiles, tu peux faire une presse tout terrain. Une presse tout terrain. Et Hato, il va totalement s'inscrire dans ça. C'est un joueur qui peut venir te presser, un joueur, mais partout en fait sur le terrain, il n'y a aucun souci. Il est rapide, il est vif, il est endurant, il est agressif.
Franchement, sur ça, euh, c'est magnifique. Là, bon jeu de corps, ok. Là, il combine avec notamment Xavi Simons. C'est très bien combiné. Très bien combiné. Là, il n'a pas joué le duel aérien. Bon, il n'était pas proche du but, il était excentré, donc on pardonne. Là, il se fait avoir. Il se fait avoir. Au lieu de rester derrière et de gêner, on voit, hein, à la limite, gêne. Ne le laisse pas partir. Prends pas une décision. Parce qu'il peut soit t'avoir sur un contrôle orienté, soit sur une passe. Et là, il va le faire avec une passe. Reste derrière. Parce que si tu es derrière et que tu le gênes, hop, tu peux même anticiper la passe. Et là, en plus, il fait un petit peu faute. Je pense qu'il y a contact. Donc, tranquille. Là, il est agressif haut sur le terrain. Après, il va suivre. Ok. Le terrain est dégueulasse, hein. On le voit. Le centre pied gauche, c'est pas mal. Là, ici, il est bien vif. Ouh, ah, là, il subit une grosse faute. Ok. Donc, ce match contre l'Allemagne, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. On passe maintenant au match suivant, toujours en Ligue des Nations. C'était cette fois-ci contre Lamine Yamal et il a été exclu à la 81e minute. Ce match contre l'Espagne, il est hyper intéressant parce que c'est un match que j'ai vu en live où j'ai trouvé Atto vraiment bon. Maintenant, évidemment, on a vu sa note SofaScore dégueulasse parce il y a deux actions qui ont tué son match, notamment une erreur, on va le voir juste après, qui a mené à un but et un rouge qui prend à la 81e minute. Mais sinon, son match, je l'ai trouvé hyper encourageant. Donc déjà, on commence ici. En fait, il a quand même Yamal, hein, et à ce moment-là, donc ça, c'est quoi? C'est en mars, c'est comme ça. À ce moment-là, Yamal, il tabasse tout le monde en Europe. Il tabasse tout le monde. Donc, il a affaire à l'ailier le plus en forme du monde à ce moment-là. Donc, c'est un test qui est hyper intéressant. Et on voit ici ce ballon qu'il reçoit. Il rate son contrôle. Et après, il va faire n'importe quoi. Alors, il n'ose pas utiliser son pied droit, il ne l'utilise pas, il va s'enfermer, toujours en touchant le ballon du pied gauche. Donc ça, c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait pu s'en sortir avec une petite passe du pied droit vers Van Dijk, mais il n'ose pas, donc il conserve, il conserve. Et après, voilà, et il se fait avoir par Yamal. Donc cette erreur, elle est vraiment, vraiment très, très bête. Et derrière, ça fait but. On ne le voit pas là, mais derrière, ça fait but. Donc ça, déjà, ça va venir un peu flinguer sa note. Mais après, on peut voir que dans le match, là, il fait une interception. Ensuite, il utilise sa vitesse. Voilà, ça c'est Pedri, merci, au revoir. Ici, il est au contact de Yamal. Il met une petite tête. Ok. Ici, il est agressif, hein. Il vient de loin. Dans cette action-là, il vient de loin et il vient toujours apporter offensivement quand il peut et quand il sent bien le coup. Il n'a pas peur. Là, on voit, ouais, vous voyez, il se met à terre assez facilement. Donc, il s'est retenu. Donc, ça va. L'arbitre n'a pas sifflé faute, mais ça aurait pu être très dangereux. Après, il a quand même l'intelligence de se retenir. Là, on a Atto haut dans le demi-espace. Voilà, il panique pas. Ici, regardez, grosse accélération face à Yamal. En fait, les premiers pas avec Atto, c'est très fort, hein. Ta, 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 ta. Vous voyez là, hein. Sur les premiers pas, c'est hyper rapide. Là, il s'en sort aussi techniquement la bonne passe. La bonne passe aussi ici. Là, il va mettre sa tête dans le trafic. Il met sa tête. C'est pas mal. Donc, c'est une arme offensive, hein, quand même dans le duel aérien. Et ça, j'aime énormément. Ici, pareil, il laisse pas Yamal vivre, hein. Il le laisse pas vivre. Ici, il va venir le rattraper. Et franchement, pour moi, il fait pas faute. Pour moi, Yamal se laisse tomber parce il voit que ça va être compliqué d'aller plus loin dans l'action et il se laisse tomber. Mais pour moi, Atto revient avec sa vitesse et oh, ouais, il est en bout de course, Yamal. Il est en bout de course, il est un peu déséquilibré, il tombe tout seul. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute pour moi. Ici, on le voit, voilà, techniquement, il s'en sort. Ici, boum, très belle intervention devant Yamal. Je vous dis, il a vraiment fait un match hyper intéressant. Beaucoup d'interventions là, on le voit, hein. Encore une. Il ne le laisse pas vivre. Il vient mettre sa tête. On voit Kokureya notamment. Ici, voilà, au deuxième poteau. Il vient mettre sa tête aussi. Ici, il vient anticiper. Il vient gérer son côté. Là, il se fait un peu bouffer par Pedro Porro. Là, on voit techniquement, voilà. Il s'en fout. Il est bien. Il est bien. Il s'en sort. Il s'en sort, il s'en sort. C'est là où il a un peu de mal, des fois, techniquement, dans le 1v1. Il a tendance à un peu trop donner l'axe. Vous voyez là, il va quand même, pour moi, beaucoup s'engager sur le côté.
Alors qu'en plus, il a les qualités d'accélération pour anticiper une poussée de balle long du couloir, là. Mais il va souvent, regardez, il donne de ouf, je trouve, l'axe. Et ça, vous verrez qu'il le fait souvent. Donc là, ça va, Yamal a temporisé un peu. Il n'y est pas allé à fond. Mais attention, hein. Là, pareil, grosse accélération, encore une fois. Et là, pareil. Là, les amis, il donne trop l'axe. Et là, oui, là, il se fait avoir. Il se fait avoir parce que je trouve qu'il donne trop l'axe. Et ça, en tant que latéral, bon, évidemment, il n'a pas toujours joué latéral dans sa carrière, comme on l'a vu, mais il doit vraiment progresser dans ça. Et heureusement qu'il va jouer avec Cucurella, qui, vous voyez, Cucurella, quand il est dans ces situations-là, il se met beaucoup plus face au défenseur, bien cambré, prêt à aller droite ou gauche. Alors que Hato, il est debout, donc moins sur des appuis vifs, on va dire. Il est debout et il donne trop l'axe. Ce qui veut dire que c'est facile pour un ailier vif de arriver et d'exploser. Et le temps que Hato, vous voyez là, il n'est pas sur ses appuis, il doit se retourner. Si tu es plus de 3/4 vers le joueur sur tes appuis, tu peux venir anticiper. En plus, je le répète, Hato, il a une grosse qualité d'accélération. Donc même si l'ailier part le long de la ligne, Hato a la capacité de le rattraper. Donc ne donne pas autant l'axe. Là, vous voyez comment il se retourne. Il ne peut pas se retourner efficacement et rapidement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, pour moi, il le fait trop. Là, il vient proposer dans le demi-espace. Toujours volontaire, ça c'est cool. Un peu comme Cucurella, hein, qui offensivement est surtout efficace de par ses courses, pas tellement avec le ballon. Donc ça, il sait le faire. Et là, donc là, voilà, c'est l'action où il va prendre un rouge parce que voilà, il s'emballe un peu, il va venir pousser le ballon un peu trop loin. Et en plus, il a un peu poussé. Il a un peu poussé. Ouais. Ouais, là, ouais, il est un peu coincé et tout. Bon. Ouais, c'est dommage parce qu'il fait vraiment un bon match et il donne un but et il prend un rouge, donc ça flingue son match. Allez, on termine avec le dernier match. Toujours les statistiques. C'était cette fois-ci en Europa League contre Francfort. Hato a fait face à l'ailier Knof pendant 90 minutes. Donc on termine avec ce match d'Europa League contre Francfort. On le voit, ouais, vous voyez, techniquement, sous pression, il résiste vraiment bien à la pression. Bon, là moins, là beaucoup moins. Mais généralement, c'est quand même très très propre à ce niveau-là. Là ici, très belle anticipation. Il va venir récupérer un ballon. Là, c'est bien joué, c'est bien joué. Franchement, il ne peut pas faire beaucoup mieux. Là, c'est très bien anticipé aussi. Il a des très bons réflexes. De toute façon, là, c'est un bon match qu'il a fait. Il est vraiment dans un bon match. Donc, on va avoir beaucoup de choses positives. Et là, pareil, il résiste à la pression. 2 sur lui quand même, hein. Il s'en sort avec une touche. Ici, il n'a pas trouvé une bonne passe progressive. Il revient vers l'arrière. Là encore sous pression, on voit le pressing de Francfort est vraiment, vraiment ultra intense. Et à chaque fois, bon ça, il perd pas trop le ballon en tout cas. Même s'il fait pas grand chose de ouf, mais il perd pas le ballon en tout cas, ça c'est plutôt bien. Ici, dommage. Hato, demi-espace, qui vient, voilà, passer, va. Ça propose, ça fait bouger la défense, c'est ça qu'on veut de toute façon. C'est ce que fait aussi beaucoup Cucurella. Cette passe-là, elle est dingue. Ce dosage est fou parce que quand il commence la passe, donc là, il va faire la passe là. La passe n'est même pas évidente là. Genre, honnêtement, dans le feu de l'action, moi, je la vois même pas la passe. Je la vois même pas. Et là, le dosage et tout, l'exécution est tellement bonne que, en fait, c'est une excellente passe. Donc, ouais, vraiment, là, il y a un très gros potentiel de relance. Hop, il temporise. Ok, là, il fait la passe et il vient dézonner. Il vient proposer haut sur le terrain de demi-espace. Hein. Vous voyez, il n'est pas que dans le double pivot ou quoi. Il propose, là, dans ce match-là, il est beaucoup demi-espace. Il est beaucoup offensif sur le terrain. Donc, ça montre qu'il peut aussi le faire à un match quand même de haut niveau hein, contre Francfort. Là, défensivement, on n'a pas beaucoup vu de défense dans ce match. L'Ajax a beaucoup le ballon. C'est une bonne passe. Hein. Attends. Ouais, la passe est... Wow. Ouais, franchement, elle est très bonne celle-là. Ah, mais non, là, il faut lui mettre dans l'axe. Là, franchement, là, il a joué un peu safe. Parce que franchement, là, s'il lui met dans sa course, il y a un mec qui se retrouve dans une position hyper dangereuse. Il le voit même pas. Il le voit pas, il va venir
voilà, faire une passe qui est nulle en fait. Donc ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Techniquement, bon contrôle, petite relance précise qui sort pas. Ça combine. Il est très haut sur le terrain. Vraiment, il est très impliqué offensivement dans ce match. Ah, dommage, c'est un peu précipité. La conduite des balles n'est pas ouf, on va pas se mentir. Conduite de balle exclusivement du pied gauche. Hein. Ouais, donc voilà les amis. Allez, avant de terminer cette vidéo et de passer notamment à la note que je mets à ce transfert-là, une note qui, je pense, va beaucoup vous surprendre, on va se poser la question, comment on peut intégrer Jorel Hato dans le 11 ? Déjà, première chose, pour moi, évidemment, on le sait, on a maintenant 2 paires de latéraux qui sont vraiment, je trouve, ultra intéressantes. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse. Il y a des qualités techniques qui sont assez variées. Honnêtement, j'aime énormément notre rotation. Et ce qui est hyper intéressant avec ces paires, c'est que notamment, si on s'intéresse à la paire de backup, de remplaçants, on va dire, donc Hato, Gusto, on a une synergie qui peut s'articuler comme ça, avec un Hato plus défensif et notamment un Gusto beaucoup plus haut sur le terrain. Et sans ballon, évidemment, on a un 4-2-3-1 classique. Par contre, avec la paire de titulaires Cucurella, Reece James, c'est un peu l'inverse, avec un Reece James qui est maintenant post-blessure, avec un rôle plus défensif, en tout cas jusqu'à présent. Peut-être qu'il va retrouver son rôle offensif cette saison, on ne sait pas. Et donc avec un Cucurella qui est un peu plus impliqué notamment dans tout ce qui est inversion dans le demi-espace. Je trouve cette rotation hyper intéressante. Maintenant, on peut aussi s'intéresser à un cas de figure où Colwill est absent. Donc moi, personnellement, vous le savez, pas confiance en Badiachile. Et donc, on pourrait mettre un Jorel Hato en défense centrale côté gauche. Par contre, pour moi, ça impliquerait, ça obligerait à mettre vraiment un joueur dominant dans le jeu aérien à côté de lui en défense. Je ne mettrais pas une charnière Hato-Fofana, personnellement. Si tu mets Hato en défense centrale, à côté de lui, il doit forcément y avoir Chalobah ou Tosin pour moi. Et donc, on pourrait inverser Cucurella un peu plus haut et ça donnerait ça avec ballon. Ça peut être aussi intéressant. Il y a aussi une autre variation qui peut être hyper intéressante. Rappelez-vous, c'est ce qui avait un peu cassé l'APL avec notamment Pep Guardiola qui avait inversé John Stones directement à partir de la défense centrale. On pourrait faire la même chose avec Hato. Comme je vous ai dit, il est vraiment à l'aise avec le ballon. Donc moi, j'ai pas de souci à l'inverser au milieu de terrain. En tout cas, progressivement l'habituer à ce rôle-là. Et on pourrait directement l'inverser à partir de la défense centrale pour faire monter Enzo ou Santos. Et évidemment, un cas de figure où Cucurella n'est pas là, où il se repose. Donc, on pourrait inverser Hato à partir du poste de latéral gauche dans le double pivot. On pourrait aussi l'inverser dans le demi-espace. Mais comme on l'a vu, pour moi, il manque un peu encore de création. Et je pense pas qu'il pourrait impacter le dernier tiers comme le ferait notamment Enzo ou Santos. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'inverser Hato plus bas et de laisser un rôle plus offensif à Enzo et Santos, notamment, qui sont capables de marquer des buts, des grosses frappes, proposer aussi des passes clés dans un volume beaucoup plus important que Hato pour l'instant, mais il a les qualités pour le faire, donc dans le temps, pourquoi pas voir un Hato qui s'inverse dans le demi-espace, mais pour l'instant, un Enzo ou un Santos, ou même un Xavi, dans ce demi-espace-là, c'est beaucoup plus intéressant offensivement, évidemment. Et donc ma note pour ce transfert, les amis, un excellent 9,5. Évidemment, on a un joueur avec un énorme potentiel, qui est polyvalent, qui correspond au bon profil qu'on recherchait. Le prix est correct, c'est clairement ce qui fait qu'on n'est pas à 10. Évidemment, un Hato, je pense que c'était pas non plus impossible de l'avoir à moins de 40 millions d'euros. C'était complètement difficile, hein, je suis d'accord, mais ça aurait fait 10. Si tu as un Jorel Hato dans ce contexte-là, à moins de 40 millions d'euros, c'est 10. Et donc, comme je vous l'ai mis, bon contexte d'arrivée. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que, enfin, en fait, j'aime trop l'arrivée de Hato dans le sens où c'est rare à Chelsea qu'un joueur arrive et il sait pertinemment dans quel contexte il arrive. Il sait qu'il y a un titulaire indiscutable. Il sait qu'il a 19 ans, qu'il est son remplaçant et qu'il doit progresser. Qu'il va devoir prendre les minutes qu'on va lui donner et qu'il va devoir s'en servir pour montrer des belles choses. Et le contexte est parfait. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté dans son arrivée. Est-ce que je vais être défenseur central et est-ce que je peux passer devant Colwill? Non. Arrive en tant que backup de Cucurella, le titulaire indiscutable. Il y aura beaucoup de matchs cette saison, donc on compte sur temps dans la rotation, mais son contexte d'arrivée, il est pertinent. C'est un joueur dont on avait besoin. Cucurella était le seul joueur latéral gauche dans l'effectif, dans l'équipe A. Donc contexte d'arrivée parfait. C'est pour ça qu'on est vraiment sur un 9,5, une excellente recrue, un excellent transfert de façon générale. Donc je suis hyper satisfait. Les frérots, ne quittez pas la vidéo sans m'avoir mis en commentaire votre note pour ce transfert. Et si jamais vous avez une mauvaise note à mettre, n'hésitez pas à argumenter. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous n'êtes pas hypé par la venue de Jorel Hato notamment. Si vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses, n'hésitez pas à liker,
à donner de la force et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt sur French PL. J'ai des surprises pour vous les amis. Ciao!